Donc c'est un peu de l'amour tous les deux en fait. Bonjour tout le monde. Et en fait on se connaît depuis pas mal de temps avec Alex et on est ici pour parler de Phil Tippett. Alors le lien de Phil Tippett, pourquoi on parle de Phil Tippett? D'une part c'est un des grands génies du cinéma des effets spéciaux traditionnels qui a su passer au numérique, ce qui n'est pas évident. Et surtout, c'est que tu prépares un livre sur Phil et tu as fait un documentaire. Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, peut-être que pour poser un petit peu le personnage, j'ai la bande-annonce du documentaire. On peut peut-être commencer par ça. Alors, vous allez peut-être devoir utiliser votre imagination parce que l'écran est très clair, mais ça vous donnera une idée. Ça change du cinéma actuel où c'est toujours trop sombre. C'est ça. My first awareness of phantasmagorical images was in 1955 on television. They were running the 1933 production of King Kong, and then it was never the same afterwards. You know, it was just like, what was that? What did I just see? Why was it like that? Well, first Star Wars was really the first big theatrical feature film that a lot of us worked on. Stop motion is a lot like sculpting. You're like building a performance by doing like little moves. You move it like this, isn't it? Next frame, next frame, next frame, and then in the movie we'll see this. There was absolutely no choice in, you know, when the digital revolution hit and kind of dissolved the photochemical process. That actually paved the way for the next step into a completely digital studio. Phil didn't really care about, you know, the glory. I think Phil does it for the love of what he's doing. One of my favorite Phil Tippett films is Mad God. Mad God is a reflection of the absurdity of, you know, the world that I live in. I mean, this world, there's nothing I can do about it, you know, but I gotta find some kind of expression, you know, to make sense out of stuff that doesn't make sense to me. Phil, he is my God. That's he is. He's not a corporate kind of personality who weaves smoothly and effortlessly through the political structures of things. He is a guy who says, this is how it ought to be, and I'm not afraid to express it. He's a brilliant guy, and he's still working and still adapting. He realized, along with a lot of others, that stop motion was going to have its limits. He rolled with the punches, and he said, okay, this is the new technology, I'm going to embrace it, and I'm going to try to make stuff that's as personal to me and expressive as it was when it was just one man, one, you know, monster. It was good for the whole industry, good for me, and good for Lucasfilm and everybody, that, you know, Phil's got such an imagination. He really could feel the work and not analyze it. It's the difference between a scientist and an artist. A lot of this stuff that we've done in the past for theatrical feature films has become like iconic and historical and all that stuff. So it's in the books, you know, what's done is done, and it's got a life of its own, and it's like your kids, you know, it's like, there they go. Voilà. Avec musique de toi? Oui, c'est plus facile à expliquer ce qu'on veut d'une musique quand on est le compositeur. Ce que je te propose, c'est que après que j'entende juste un peu Phil, toi tu expliques tout ton relationnel avec Phil, ce que tu prépares, et on attaque un peu dans le vif du sujet. Ça te dit, est-ce que déjà tout le monde connaît Phil Tippett ici? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent pas du tout? Oui, bien sûr. N'écoutez jamais cet homme en vert là, évitez-le au maximum. Allez Paul, ça y est, ils sont là. Alors en fait Phil, on est quand même, on peut le dire je pense, un des seuls superviseurs des effets spéciaux qui a eu l'époque en stop motion, l'époque traditionnelle, qui a survécu au passage au numérique et qui est quasiment en activité jusqu'à maintenant. Qui est encore en activité, qui a non seulement survécu au passage aux effets spéciaux numériques, mais qui en plus s'en est emparé un peu malgré lui et qui a amené des révolutions numériques. Et les plans qui sortent de chez Phil Tippett Studio, à l'époque de la révolution numérique, sont parmi les plus beaux encore à l'heure actuelle. Je pense à Starship Troopers. Et avant Jurassic Park, donc la fameuse sortie du T-Rex dans la nuit à côté des Jeeps dans Jurassic Park,
C'est animé par l'équipe de Phil Tippett et à la base, Jurassic Park c'était censé être des miniatures animées image par image, donc comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack ou des choses comme ça. Donc ça devait être des miniatures comme ça. Et il y a quelqu'un qui a fait un test d'image de synthèse chez ILM, qui était la société qui s'occupait des effets spéciaux secondaires de Jurassic Park. Et Spielberg est tombé dessus, il a dit bah, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est possible de le faire sur le film en entier? Et on lui a dit oui, c'est possible. Donc Phil Tippett a perdu son travail du jour au lendemain. C'est une sorte de coup de bluff aussi des graphistes de ILM qui n'avaient jamais fait ça sur Jurassic Park. Et c'est un peu la mise en abîme d'un Phil Tippett qui est lui-même le dinosaure de Jurassic Park, qui se retrouve relégué vieux papy qui ne sert plus à rien, Sauf que, donc après une dépression de 2 semaines, il a été très malade, etc. Sa femme, qui est la présidente de Tippett Studio, est allée voir ILM et a négocié, on a discuté avec eux d'une manière de rester vraiment impliqué dans tout le développement créatif des dinosaures. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les dinosaures de Jurassic Park sont animés en stop motion, vraiment, donc image par image avec une armature de stop motion. Donc une armature en acier, sauf que l'armature est connectée à un ordinateur et l'ordinateur enregistre chaque image et va calculer les images intermédiaires d'une pose à l'autre. Et ça, c'est une manière totalement révolutionnaire de travailler. Ça a été développé en parallèle par Tippett Studio et ILM et ça a été réutilisé ensuite sur Starship Troopers. Et tout ça a amené les effets numériques qu'on voit aujourd'hui. À ma connaissance, on n'a que Starship Troopers et Jurassic Park où il y a eu ce système de DID, une marionnette avec des potentiomètres qui sont animés comme ça à la main et que ça se retransmet dans l'ordinateur. Il faut bien imaginer qu'en 92, 93, quand on animait Jurassic Park, c'est des écrans CRT comme ça, à la souris, c'était pas aussi intuitif que maintenant. Donc grâce à des génies comme Tippett, qui sont des génies d'animation traditionnelle, on a réussi l'animation en 3D. Et donc pour revenir tout au début... À toi, Phil. Moi et Phil. Comment tu t'es retrouvé à faire le livre de film? Alors, j'ai travaillé avec mon co-réalisateur Gilles Penseau sur un documentaire qui s'appelle Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux. Alors, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Ray Harryhausen ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé les effets spéciaux du 7e voyage de Sinbad, du choc des titans et de Jason les Argonautes. Donc si vous connaissez des squelettes qui se battent à l'épée, c'est Ray Harryhausen. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on connaît plus le nom de Ray Harryhausen qu'on associe à ses films que les réalisateurs en fait. Absolument, de toute façon on considère les films de Ray Harryhausen a travaillé comme des films de Ray Harryhausen. Exact. Et Ray Harryhausen a inspiré, il a été inspiré par King Kong. Donc Willis O'Brien qui a fait King Kong. Il est devenu l'apprenti de Willis O'Brien dans les années 40, et ensuite, en fait, il est devenu le nouveau maître de la stop motion, mais il a poussé l'art beaucoup plus loin que n'importe qui, et c'est devenu le grand maître de la stop motion, et il a inspiré plusieurs générations, dont Phil Tippett, dont Steven Spielberg, James Cameron, Tim Burton, Phil Tippett, et donc des générations de réalisateurs, des générations de scénaristes, des générations de techniciens d'effets spéciaux, d'artistes d'effets spéciaux, et donc Phil Tippett, en voyant les films de Ray Harryhausen, s'est dit mais je veux faire ça, je veux dans ma vie fabriquer des dinosaures, les animer image par image. D'ailleurs, quand on reprend, je pense un peu au stop motion traditionnel ultime, Phil Tippett nous sort les plus beaux plans qui existent. On prend Robocop 2, qui a vu Robocop 2, on va rappeler les séquences de Kane. Les séquences du robot géant à la fin sont incroyables. Elles sont incroyables et on arrive vraiment à la limite technique, je pense, de la stop motion. Et c'est là où dans Jurassic Park c'est super intéressant, les tests, je sais pas si tu les as là, les tests. Les tests de Jurassic Park? Non, j'ai pris que du Star Wars. Que du Star Wars, mais c'est vrai qu'on est un peu sur Jurassic Park. On a quelques petites choses à vous montrer. Mais c'est vrai que les tests de Jurassic Park animés en stop motion, si on les upgrade maintenant avec un peu de numérique, un peu de motion blur, on a des images qui sont incroyables, de réalisme, et là c'est magique. Donc pour revenir au parcours qui m'a mené vers Phil Tippett, c'est que j'ai fait un documentaire avec Gilles Penseau sur Ray Harryhausen. Et on a travaillé avec la fondation Ray Harryhausen à Londres, Ray et Diana Harryhausen à Londres. Et on s'est retrouvés aux 90 ans de Ray Harryhausen invité par son équipe. Et on est arrivé dans une exposition qui n'était pas encore ouverte au British Film Museum, une exposition à Harryhausen qui allait ouvrir 4 jours plus tard. Et on entre dans la salle, il y a Rick Baker, donc le maquilleur de Men in Black et le Loup-garou de Londres, il y a Ken Ralston qui a fait les effets spéciaux de Retour vers le futur, et il y a Denis Muren, l'artiste d'effets visuels le plus oscarisé de l'histoire, et il y a Phil Tippett. Et donc on a appris à connaître Phil Tippett à partir de ce jour-là, donc là je parle de 2010, et on a fini le documentaire sur Ray en 2012,
La première au cinéma était en 2012 à Londres, et en 2013, j'ai fait une tournée promo aux États-Unis pour accompagner le film, et j'ai demandé à Phil si il voulait bien trouver un endroit pour dormir à Berkeley, parce que son studio est à Berkeley. Je voulais un petit peu le suivre dans son quotidien, voir ce que c'est vraiment de la stop motion professionnelle au quotidien, et prendre un peu le pouls de cet art. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux rester autant que tu veux, je te trouve un endroit. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que l'endroit, c'était chez lui. Et je me suis retrouvé à dormir 2 semaines chez lui et à le suivre au quotidien, en train d'animer Mad God, le film indépendant qu'il a fait pendant plus de 10 ans. Qui vient d'avoir le prix à Locarno. Qui vient d'avoir le prix à Locarno, qui a eu le prix de l'Étrange Festival, qui a eu le prix aussi aux Hallucinations Collectives de Lyon. Voilà. Et à partir de là, on est devenus amis, et on a travaillé avec Gilles Penseau sur un deuxième documentaire qui s'appelle Le Complexe de Frankenstein, où Phil, donc c'était le thème du documentaire, c'était 100 ans de monstres au cinéma, de créateurs de monstres au cinéma, et Phil avait déjà un rôle central. Et en fait, en fouillant dans les archives de Phil, parce qu'il nous a invités à revenir chaque année et à regarder tout ce qu'il avait en fait dans ses cartons, il avait gardé beaucoup de cartons, on s'est dit, il y a un bouquin là-dedans. Et personne n'avait jamais fait ce bouquin, mais on s'est dit, si on fait un livre et qu'ensuite on doit l'adapter en film, ça va prendre du temps, on va devoir refaire toutes les interviews. Mais si on fait un film, on filme les interviews, c'est beaucoup plus facile à adapter en livre après. Donc on est parti sur Des Rêves et des Monstres, dont vous avez vu la bande-annonce. Un documentaire, la manière dont on fait les documentaires, c'est long. Hein. C'était 4 ans pour Ray Harryhausen, c'était 3 ans et demi pour Le Complexe de Frankenstein, 3 ans et demi pour Des Rêves et des Monstres. Et en fait, après la sortie du film, on a eu un petit succès sympathique, mais en fait, on a lancé le livre avec un éditeur américain qui s'appelle Cameron Books, et on a envoyé le livre à l'impression la semaine dernière. Il va sortir le 25 octobre. C'est un pavé de 528 pages, et il y a 100% d'archives inédites. Voilà, de notes de production, de photos, de à l'âge de 8 ans jusqu'à... Voilà, c'est ça. Vraiment... on n'est pas loin de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et même des projets sur lesquels il est en train de travailler. Donc voilà pour le background de... Parce qu'un des derniers projets qu'il a travaillé, on est sur Mandalorian. J'ai des petites... Phil animait sur Mandalorian, il a animé sur le Book of Boba Fett. Enfin, voilà, vous avez dans l'épisode 7 de la saison 2 de Mandalorian, à un moment ils vont chercher quelqu'un en prison dans une sorte de décharge. Le quelqu'un en question, c'est Bill Burr. Juste avant d'aller sur une planète tenue par l'Empire, il y a une sorte de grosse poursuite en camion pendant presque tout l'épisode. Donc la scène de la décharge, au fond, vous voyez une grue gigantesque qui ressemble à un Hat-Hat. C'est clairement un Hat-Hat, mais façon grue. Ça a été fait en stop motion. Ça a été fait vraiment en image par image à l'ancienne. Et normalement, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voyez rien. Vous devinez. Donc c'est une marionnette assez gigantesque. Vraiment la base de la TAT. Hein. Absolument. Qui a été imprimée en 3D. C'est vraiment la nouvelle technologie pour les marionnettes de stop motion. C'est vrai qu'à l'époque, quand on prend Robocop, quand ils avaient travaillé sur Robocop 2 sur le Kane, Tom Saint-Amand, qui était le superviseur des armatures, c'était une galère absolue de designer toutes ces pièces en aluminium, alors que là maintenant tout fonctionne bien. Et là d'ailleurs c'est un modèle unique sur celle-là. C'est un modèle unique. C'est un modèle unique, ils n'en ont fait qu'une. Et donc elle est encore chez Tippett Studio, ils ont fait plein de plans avec, et les plans ont été faits exactement de la même façon que les plans du jeu d'échecs d'épisode 4. D'ailleurs, tu as une petite anecdote sur le jeu d'échecs. J'ai plein d'anecdotes sur le jeu d'échecs. Ouais, avant, Book of Boba Fett, à un moment, vous voyez le moine. C'est une marionnette de stop motion. Aussi, ce sont des plans en stop motion. Vous voyez l'échelle avec fil. Il m'a filé des pièces que j'ai sur mon bureau. J'ai un petit cerveau de moine et quelques pattes d'araignée. Et pareil, c'est imprimé en 3D. Je trouve ça assez fou. Et Jon Favreau, qui est le producteur et l'auteur de ces séries-là, est fou des anciennes technologies. Et ce qui s'est passé pendant des années avec les technologies numériques, c'est qu'on n'avait plus de props, d'accessoires de cinéma à exposer une fois que le film était fini, parce que tout était dans l'ordinateur.
John Favreau, c'est un collectionneur. C'est comme Guillermo del Toro. Donc l'idée, c'est qu'il essaie d'avoir des props pour pouvoir avoir des choses dans son bureau. Et c'est toujours bien de pouvoir voir ce qui a été utilisé à l'écran. Donc ça a été filmé sur une sorte de grande étendue en sable qui était installée sur le plateau de Tippett Studio. Il y avait un fond vert derrière et il y avait une grue de caméra connectée à un ordinateur qui pouvait enregistrer un mouvement de caméra, et quand il cliquait sur une frame d'animation, la caméra bougeait et faisait le mouvement qui était préenregistré. Et c'est un mouvement qui est très naturel, mais en fait il a été enregistré au départ. Et donc le mouvement est fait image par image aussi pour la caméra. Il y a des petites nouveautés sur les nouveaux motion control, donc c'est toutes les bruits qui sont pilotées par ordinateur. C'est qu'avant, on devait les programmer sur ordinateur, alors que les nouvelles, on les prend à la main, elles se débrayent, on fait le mouvement comme le caméraman et ça enregistre toutes les données numériques en fait. Donc c'est beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus intuitif en fait. Voilà, le savant fou. On va peut-être vous parler de la manière dont il s'est retrouvé sur Star Wars. Donc Phil a commencé sa carrière dans des productions totalement indépendantes. Et ensuite, il a travaillé chez une société de production qui s'appelait Cascade, qui faisait des publicités. Donc, il faisait des petits effets de perspective forcée, de la stop motion, etc., pour des marques de chamallow, des marques de maïs, etc. Et il y a plein de gens qui ont travaillé sur ces publicités, notamment Tex Avery, à la fin de sa vie. Et Phil a d'ailleurs dans son bureau une animation sheet, c'est une grande feuille de papier avec des numéros, et en fait ça sert à prévoir le mouvement de chaque élément d'un corps, de l'image 1 à l'image 72 Il faut dire d'un plan. Quand on est animateur, c'est assez dingue, c'est que les animateurs traditionnels, que ce soit papier ou stop motion, ont tout en tête. Ils ont le mouvement en tête, la démultiplication du mouvement, et ils marquent en se disant, bon là, je vais ralentir le bras, donc je vais mettre plus de frames, là j'accélère, hop, pour le shoulder. Et donc tout est fait sur un papier à la main en fait. Bien sûr, ils se filment devant des miroirs, mais c'est dingue de voir comment on retransmet un mouvement pensé dans la tête sur papier avant de le faire pour de vrai. Je les ai vus faire sur le Réveil de la Force, quand j'étais là quand ils ont fait le jeu d'échecs en stop motion, exactement comme en 77. Et les animateurs se prenaient un chronomètre, et donc il y a un des personnages qui fait ça avec son marteau dans le Réveil de la Force. Et j'ai vu l'animateur pendant une demi-heure faire ça et se chronométrer. Et ensuite noter le nombre de... Donc prendre, si c'est une demi-seconde, on est en 24 images par seconde, ça va faire 12 images. Donc ça, c'est 12 images. Donc il va noter de image 1 à image 12, le bras. Voilà. Et le bras, donc il y a aussi le buste. Donc il va se chronométrer en faisant le mouvement du buste. Donc le buste, ça va de image 1 à image 14, etc. Et donc il sait ensuite, quand il travaille sur sa stop motion, il a toujours un repère d'où il doit être. Donc je reviens sur l'animation sheet. Il a une animation sheet signée par Tex Avery dans son bureau à la pause clope, parce qu'il y avait la pause clope à l'époque. Il a demandé à Tex Avery un autographe. Et donc il a travaillé dans la publicité. Et il a rencontré des gens comme Dennis Muren, futur superviseur des effets visuels des Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Terminator 2, etc. Le créateur, enfin le papa d'ILM. Hein. Voilà. Dennis Muren, c'est quelqu'un d'important, qui a lui vraiment été à l'avant-garde des effets visuels et qui a fait avancer absolument toutes les technologies. Et donc ils étaient très potes avec Dennis Muren, et il m'a raconté qu'un jour ils étaient chez Dennis, et Dennis lui a fait lire un script, parce que Dennis se marrait en lisant un script, vraiment rire jaune, et il disait mais comment on va pouvoir faire ça? Et le script s'appelait Star Wars. Il l'a fait lire à Phil Tippett, et Phil regarde les scènes, les vaisseaux spatiaux dans tous les sens, enfin, impossible à faire, et il se fout de sa gueule, il lui dit mais tu n'y arriveras jamais quoi. Sauf que bon, ils ont réussi, hein, et Phil Tippett s'est retrouvé embarqué sur cette aventure grâce à Dennis Muren. Et il a été embarqué au départ pour faire la scène de la cantina. Donc je pense que tu sais, tu peux parler du travail de Stuart Freeborn sur la cantina et de la manière dont Lucas... Avec Stuart Freeborn et Rick Baker aussi. Oui, alors, juste, en fait, Freeborn s'est occupé du tournage en Angleterre, mais il n'y avait pas assez de monstres. C'était pas assez cantina pour ce que voulait George Lucas.
Et là, hop, retour à Los Angeles, Rick Baker, et ils refont un morceau de Cantina, ils refont plein de masques, et on a les plans additionnels de la Cantina qui n'ont jamais été tournés au même moment en fait. Et d'ailleurs, Stuart Freeborn est quand même aussi dans Star Wars le papy des effets spéciaux qui va faire toute la trilogie, qui va l'avoir faire des Ewoks, faire Jabba, faire des... C'est assez dingue en fait. Pour moi, Stuart Freeborn me fait penser un peu à Ray Harryhausen, un peu. Dans son laboratoire un peu seul, pas le côté grosse équipe, à Londres, voilà, c'est assez chouette. Donc oui, George Lucas était vraiment mécontent de ce qu'il avait parce que ça faisait trop cheap, et donc il a engagé Rick Baker qui était vraiment une étoile montante, mais qui n'avait pas encore fait Thriller, qui n'avait pas encore fait Le Loup-garou de Londres. Il faisait beaucoup de séries B, et il lui a demandé de fabriquer des monstres, littéralement, et de monter une équipe pour fabriquer des monstres. Avec Phil. Et donc il a engagé Phil Tippett, il a engagé John Baird, il a engagé quelqu'un qui s'appelle Rob Bottin, un jeune homme de 16 ans qui connaît Rob Bottin ici? Rob Bottin, c'est une légende absolue des effets spéciaux de maquillage. Par son départ que par sa fin, finalement. Exactement. Donc il a fait les effets spéciaux de Hurlement, c'est vraiment ça qui l'a fait connaître. Il a fait ensuite un film qui s'appelle The Thing de John Carpenter, qui est considéré comme le plus grand film de monstre de l'histoire. C'est son masterpiece en fait. Il est parti à l'hôpital psychiatrique tout après la fin du tournage. Il a géré des effets lui-même avec son équipe très réduite. Je connais bien Maximo Alvarez, la famille Alvarez qui a travaillé comme sculpteur sur The Thing. Et d'ailleurs au musée, je fais une petite aparté, mais on risque d'avoir bientôt au musée la tête originale de The Thing, la seule qui a survécu au tournage que je suis allé chercher à Los Angeles. Et Rob Bottin a fait un travail de fou, et à chaque fois dans cette film, il a fait un travail de fou. Par contre, c'était l'un des premiers qui a tout arrêté. Après Seven, gros craquage, il se rend compte que les effets de maquillage, tout le monde s'en fout, dépression, et il a depuis disparu. Il a disparu de la scène publique, en tout cas. C'est très compliqué d'entrer en contact avec lui. Tu sais que j'essaye depuis des années. Je suis à 2 doigts. Voilà. On verra. C'est le mystère Rob Bottin. Le mystère Rob Bottin. Il y a un documentaire. Ouais. Et donc, pour revenir à la cantina, donc Rick Baker, comme tu dis, tout jeune. Rick Baker, qui est l'un des plus grands maquilleurs oscarisés de Los Angeles, qui fait ses armes sur Star Wars. C'est assez génial en fait. Donc, ils ont tous fait des designs. Là, vous voyez, donc tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans les archives de Phil. Vous voyez Hammerhead de profil. Vous voyez les pieds. Les pieds de Hammerhead de profil qu'on n'a jamais vu en fait comme ça. Donc ça n'a pas été utilisé parce qu'il y a plein de croquis qu'on a dans les archives de créatures qui n'ont pas été utilisées dans la cantina, comme celui-là. Ça c'était voilà, une sorte de sauterelle extraterrestre qui devait faire en marionnette. Ça coûtait trop cher, c'était trop compliqué. Ils l'ont pas fait. Encore quelque chose qui n'a pas été fait. Ça, c'est un masque qui a été fait par Phil. L'original s'est vendu il y a... Bah, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai photographié dans ses archives. Oui, c'est fait en latex. Hein, Ouais, sur la cantina, ils avaient... survit difficilement au temps. Puis ils avaient tellement peu de budget sur le premier Star Wars qu'on est sur du latex simple. Il n'y a même pas de mousse de latex. Il y a très peu de parties animatroniques. C'est vraiment du masque d'Halloween. Hein. Et donc chaque technicien qui a travaillé sur la cantina en coulisses a aussi interprété les monstres. J'ai plusieurs petites anecdotes qui sont dans le livre. En fait, ils étaient dans une sorte de vieux hangar, dans une zone industrielle pour faire le studio où ils fabriquaient les masques. Et à côté, il y avait un groupe de covers de Queen, donc un groupe amateur qui chantait du Queen toute la journée. Et ils avaient mis leurs enceintes collées contre le mur, et ça faisait vibrer toute la journée le mur du studio des gars qui faisaient les masques. Ils n'en pouvaient plus. Et un jour, George Lucas est arrivé dans le studio avec un gars derrière lui, et il ne savait pas trop qui était le gars, et il y a George qui dit à un moment: vous avez besoin de quelque chose? Et là, il y a Phil qui lui répond: franchement, on n'en peut plus du bruit là, vous l'entendez là? Ah oui, d'accord. Et là, George se tourne vers le gars qui est derrière lui, il note, et le lendemain, il retourne là, il n'y a plus un bruit. Et en fait, le gars en question qui était avec George Lucas, c'était un des présidents de la Fox, et il avait appelé directement l'agent du groupe. Il a dit: si vous nous embêtez encore une fois, vos clients ne feront plus jamais une pige en Californie.
Voilà. Donc ils ont pu finir tranquillement. Le tournage a duré juste quelques jours pour les plans de la cantina. Mais vraiment quelques jours où il y avait George Lucas à la caméra, il faisait une petite alcôve de la cantina, décor très basique, et il faisait plein d'inserts comme ça. Comme ça. Ouais. Et à un moment, Lucas dit au gars dont Phil, j'aimerais qu'il y ait une sorte de petite crotte d'yeux dans tel extraterrestre. Et Phil lui dit, mais tu voudrais quoi exactement? Tu veux pas nous le montrer? Et il lui file un pistolet à colle, et il y a George Lucas qui arrive vers l'œil, qui met des petits trucs comme ça. Et on sent qu'il a le poids du monde sur les épaules, et il se tourne vers Phil Tippett après avoir pendant 5 minutes collé des crottes d'yeux sur le masque. Il fait, voilà le plus de fun que j'ai eu depuis le lancement de cette production. Ça se voit sur les making-of du premier Star Wars, George Lucas, à chaque fois il fuit la caméra, il peste, enfin c'est l'enfer pour lui. Hein. Alors, je vous parlais du studio où il travaillait. Je ne sais pas ce que vous voyez, faites appel à votre imagination. Je pourrais mettre une photo de Robocop. Pendant des semaines, il travaillait là-dedans, à mon avis dans un air assez toxique. Rob Bottin, 16 ans, donc, qui a fait les effets spéciaux de Robocop, Total Recall, The Thing, Basic Instinct, Seven, Fight Club. Sûrement des monstres que vous reconnaissez. Denis Muren, tout jeune, qui observe le travail en train d'être fait. À gauche, Rick Baker, à droite, John Berg, un futur collaborateur très proche de Phil Tippett. En fait, John Berg et Phil Tippett sont arrivés ensemble sur le projet et ils ont fait 3 séquences sur Star Wars. Ils ont fait la cantina, ils ont fait le Dianoga, donc qui arrive dans le compacteur d'ordures, et ils ont fait le jeu d'échecs, qui était la dernière chose qu'ils ont faite. Et en fait, avant d'être engagés, ils ont dû rencontrer George Lucas. Ils ont rencontré George Lucas dans le bureau de John Dykstra, qui était le superviseur des effets visuels du film. Et ce qui s'est passé, c'est que John Berg, son père, en fait, élevait des abeilles. Et la veille du rendez-vous où il devait aller voir George Lucas pour discuter de leurs tarifs, John Berg s'est fait piquer par une abeille. Et il avait la tête d'Elephant Man. Donc il se retrouvait, Phil raconte dans le bouquin qu'il arrive avec son ami Elephant Man devant George Lucas. George Lucas qui est comme ça, vraiment asocial, en train de jouer avec un pistolet jouet. Il tourne le barillet du pistolet et il les regarde pas, et en tournant le barillet, il fait alors vous allez me coûter combien? Donc là, cette scène est assez surréaliste. Oui, surtout qu'après sur l'Empire, ça va complètement changer le feeling entre toutes les équipes. Mais là... Je crois que j'ai, en fouillant dans les archives, j'ai trouvé, je sais pas si je l'ai ici, la tête de John Berg en Elephant Man, il est tout gonflé. Et j'ai trouvé ça en fouillant dans un album de famille. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'il me racontait une anecdote, il y avait une photo. C'est quand même incroyable. Le gars-là a tout gardé. Il a absolument tout gardé. Il a même ses salaires, les relevés, les preuves de salaire de Star Wars. D'ailleurs, tu as trouvé un document un peu administratif super cool sur l'Empire. J'ai trouvé, je vous montre juste, ça c'est ses preuves de salaire. Et un petit mot de George Lucas. Attendez. Un petit mot de George Lucas qui explique donc à la fin, en fait, Phil Tippett lui a donné des marionnettes de stop motion, et George Lucas lui explique que c'est devenu son plus grand trésor. C'est fou, comme dès qu'on a un petit mot avec le logo Star Wars, ça claque. Ouais, c'est clair. Tout passe mieux en fait. Avant d'arriver au contrat dont tu parles, j'ai trouvé aussi des designs. Ça devait être une créature de la cantina. On se demande pourquoi ça a été coupé. Mais finalement, elle s'est un peu retrouvée dans le Retour du Jedi, parce qu'il y a quelqu'un qui a 3 paires de seins, mais ils sont couverts. Il a fait mieux que Rob Bottin sur Total Recall. C'est ça. Ça, c'était le serveur de la cantina. Trop compliqué à faire. Alors, encore une créature de la cantina.
Donc ça, c'est des archives totalement inédites. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur l'épisode 4 le Dianoga. Derrière la photo avec l'arbre, à mon avis, je vous mets au défi de... Voilà, le scène de tournage du Dianoga. Donc ils ont rempli un petit aquarium, ils ont tourné ça très rapidement, hein, avec Phil qui faisait ça, et qui redescendait. Ils n'avaient même pas de combo, hein, ils faisaient au feeling, ils redescendaient, c'est juste un ou deux inserts dans le film. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis la créature dans un sac plastique à la fin de la production, et ils l'ont oublié pendant 30 ans. Et un jour, Phil fouille dans un carton, et il trouve un truc, il se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est le Dianoga, qui avait survécu, et qui est ici. Alors pour moi, c'est super émouvant de voir ça. Ça ait survécu. Ah, c'est pas Game of Thrones ici. On peut parler du fameux Holo Chess. En fait, George Lucas a vu, quand Phil travaillait sur les masques, il a vu une créature au long cou, assez balèze. En fait, une créature que Phil avait créée à ses 16 ans. C'était son test pour faire une marionnette de stop motion et pour faire une armature. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'une marionnette stop motion, ce qu'il y a dedans, et comment ça se... Comme on est vraiment sans trucage optique, la marionnette en stop motion doit être d'abord bien créée, avec une vraie structure en métal, avec des joints ultra précis. Et elle bouge suffisamment pour qu'on puisse la bouger image par image un tout petit peu, et tenir la forme. Donc, il y a quelqu'un qui va faire l'armature, c'est un travail un peu à part, et quelqu'un d'autre va sculpter la créature pour faire un moulage et va emprisonner l'armature en métal dans la peau de la créature. Donc c'est tout un travail d'orfèvre, et c'est pas pour rien que souvent les collaborateurs d'ILM étaient soit des ingénieurs, soit des bijoutiers. Il y a vraiment ce travail d'orfèvre. Donc quand Lucas a vu cette créature, il s'est dit mais ce serait vraiment intéressant de trouver une scène pour la mettre dans le film. Au départ, ce qu'il voulait faire avec la scène du jeu d'échecs, c'est de filmer des acteurs réels et de les intégrer dans un mini décor. Mais il y a eu Future World qui est sorti à ce moment-là, Michael Crichton, et il y a une scène pareille, un jeu d'échecs avec des gens en miniature, et Lucas était dégoûté. Et Dennis Muren et Phil Tippett l'ont convaincu de faire ça en stop motion. Et la créature que George Lucas a vue est devenue la créature principale du jeu d'échecs. Et avec John Berg, ils ont fabriqué plein d'autres créatures. Ils ont fabriqué 10 créatures, je crois. Finalement, ils n'en ont utilisé que 8, parce que c'était trop long d'animer les 10. Ils sont partagés chaque camp. Ils ont animé... donc ils ont dessiné pas mal de choses. J'ai trouvé des dessins originaux. Vous voyez que la créature à droite et la créature en haut correspond à la fameuse créature que George Lucas a vue, sont sur le jeu d'échecs. La créature à gauche, pas vraiment. Donc on commence à les reconnaître. Hein. Lui, il s'appelle Worm. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. Après, Lucas et Lucasfilm ont trouvé un nom qui rentre dans l'encyclopédie Star Wars, mais eux, ils l'appellent Worm. Celle-là, c'est unused. Ça n'a pas été retenu. Future Quantum. Design préliminaire, 76. Donc ça, c'est le vrai dessin que j'ai scanné. Il a gardé, c'est incroyable, il a gardé tous ses carnets où il y a tous ses dessins de toute sa vie. C'est assez sensationnel. Et donc ils ont fabriqué toutes ces créatures et ils les ont animées. Ce qui est génial aussi, c'est que tu t'en parlais de 8 et le 10, on retrouve les 10. Absolument. Combien de temps plus tard? À partir de Solo. Exact. Dans Solo, vous avez un Faucon Millennium qui est tout neuf. Et un jeu d'échecs qui est tout neuf. Et le jeu d'échecs est fait en stop motion, exactement comme en 1977. D'ailleurs, tu étais là quand ils ont animé ça? Non, j'étais là pour le Force Awakens. Ah. Mais j'étais là, je crois, quand ils ont fabriqué les deux nouveaux. Parce qu'ils n'ont pas pu utiliser les marionnettes de 1977, elles sont plus utilisables.
Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retrouvé les originales dans les archives et ils les ont reproduites. Donc, soit imprimées en 3D, soit ils ont refait les armatures, ils ont tout repeint à la main. Il y a même la créature, la fameuse créature que George Lucas a vue à l'époque. Elle a un long cou et dans le cou il y a des poils roux. Et tout le monde se demandait quelle était cette couleur, d'où venait la couleur des poils roux. Et en fait, c'était des poils de barbe de Phil Tippett. Et ce qu'ils ont fait dans la nouvelle marionnette, c'est qu'ils ont pris des cheveux de sa fille, qui a exactement la même couleur. L'ADN des Tippett est dans les nouveaux Star Wars. C'est un bon moyen pour le musée, pour être sûr d'une pièce. Exactement, tu fais un test ADN. Et donc ce qu'ils ont fait, la bonne nouvelle pour eux, c'est que quand ils ont fait Solo, Dennis Muren s'est rappelé qu'il y avait deux créatures qui n'avaient pas été utilisées. Et Dennis Muren les avait. Donc je suis allé chez Dennis Muren pour photographier les deux créatures qui manquaient. Et ils ont refait des reproductions de ces deux créatures, ils les ont mis sur le jeu d'échecs. Ce qu'ils ont fait sur le jeu d'échecs de Solo, c'est assez génial quand on regarde la scène, c'est que c'est exactement les mêmes mouvements que pour A New Hope. Ils font exactement la même scène, et l'idée c'est que Chewbacca en fait reproduit ses erreurs dans A New Hope. Et il est de plus en plus frustré. Et à la fin, dans l'ascension de Skywalker, il a enfin compris le truc et il bat tout le monde. Mais donc il y a toute une trajectoire dramatique sur le jeu d'échecs. Et ce qui se passe, c'est que Chewbacca est tellement frustré de perdre face à Woody Harrelson dans Solo qu'il tape le jeu d'échecs et il y a deux créatures qui disparaissent. Si vous revoyez la scène, c'est les deux créatures qui ne sont pas dans A New Hope qui disparaissent. On peut partir sur l'Empire. De toute façon, on n'aura pas le temps de tout vous montrer, malheureusement. On est jusqu'à midi, c'est ça? Moins 5? On se fait 5 minutes et après on se fait des questions-réponses. Ok. Alors, l'Empire contre-attaque, tu parlais de contrat tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un contrat d'animateur stop-motion pendant 1 an, qui a été renouvelé. Mais à la fin, le film a été un tel succès que George Lucas, on dit ce qu'on veut de George Lucas, hein, et George Lucas a sélectionné une partie de l'équipe créative et a dit « ce film ne serait pas pareil sans eux ». Et il a envoyé un nouveau contrat à chacune de ces personnes en disant « vous avez 0,5% des recettes de ce film ». J'ai retrouvé le contrat de 0,5% de Phil Tippett. Il a évidemment gagné beaucoup d'argent avec l'Empire contre-attaque. Le contrat magique, et grâce à l'argent qu'il a créé, il a monté Tippett Studio. Donc grâce à George Lucas, il a pu monter Tippett Studio. Il n'aurait jamais pu le faire. Après, on parle de George Lucas, mais quand tu prends ce que George Lucas fait aujourd'hui, avec tout l'argent qu'il a gagné, les milliards, il est en train de créer le Narrative Art Museum à Los Angeles, qui risque d'être le plus grand musée au monde sur l'art narratif confondu, donc cinéma, BD, on travaille avec eux. Exactement. Donc voilà, Georges aime bien quand même transmettre et pas si mal que ça finalement. Ce que je peux vous montrer sur l'Empire contre-attaque, j'ai retrouvé le premier dessin, je crois, du monstre de l'astéroïde, dont des plans ont été faits en stop motion, notamment quand le Faucon Millenium s'échappe entre les dents, quand les dents se referment. C'est une marionnette géante en stop motion, c'est un décor en stop motion qui se referme en fait. D'ailleurs, ils ont utilisé la technique sur Kubo. De la Studio, c'était aussi un grand décor en stop motion. Un des premiers dessins du Tauntaun. Alors désolé, ça va être en... Et d'ailleurs, par rapport à... Ça, c'est un Tauntaun qui n'a pas été gardé. Tu montres le Tauntaun, mais il y a une nouveauté technique sur l'Empire. Ça, j'ai essayé de... Voilà. Bon, pour ce que tout le monde a compris, ce que c'était le stop motion, comme on fait des photos d'une marionnette qui est fixe, la marionnette est nette, d'accord? Sauf que quand vous faites un mouvement et que vous le décomposez, dès qu'il y a un mouvement, il y a un flou de mouvement. On appelle ça le motion blur. Et bien, Phil s'est dit, il faut que je recrée ce mouvement, donc je vais bouger la marionnette à des moments précis pour qu'elle soit floue. Et il va créer le Go Motion. C'est-à-dire que les mouvements vont être associés à une programmation préprogrammée, en fait, pour faire le flou. Et la scène du Tauntaun, elle est faite en Go Motion. Et c'est Phil qui est le premier à créer ça.
On va dire que sur... Avec Denis Muren et Stuart Ziff, j'ai des photos. Tu as la photo du rig complet? J'ai... Peut-être sur Dragon Slayer. Une photo du rig complet. Vous voyez ici, où vous ne voyez pas, mais en fait, la marionnette est accrochée ici à un moteur, enfin quelque chose qui bouge comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que sur la Guerre des Étoiles, la grande révolution des effets spéciaux de la Guerre des Étoiles, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le motion control, c'est-à-dire qu'on pouvait enregistrer un mouvement dans un ordinateur en jouant sur le nombre d'impulsions que l'ordinateur envoyait. Et répéter à l'infini. Et répéter ce mouvement à l'infini. Ça veut dire qu'on prenait une grue, on la branchait à un ordinateur et la grue reproduisait le même mouvement. Donc on accrochait les vaisseaux à un ordinateur et les vaisseaux pouvaient répéter le même mouvement, etc. On doit répéter un mouvement quand on fait une maquette, c'est tout simple, c'est optique. La caméra ne peut pas filmer de la même manière la maquette illuminée, parce que comme c'est une maquette, il faut qu'elle soit nette. Donc on doit beaucoup éclairer la maquette et fermer le diaphragme de la caméra. Ce qui fait que toutes les petites lumières de la maquette, vous ne les voyez pas. Donc vous devez faire une deuxième passe avec juste les petites lumières. C'est ça l'intérêt d'avoir le même mouvement plusieurs fois. Et Phil a été vraiment très intéressé par cette technologie. Il s'est dit, si on branche ça à une marionnette, on va pouvoir créer du flou de mouvement. C'est-à-dire que vous voyez que la marionnette est accrochée derrière. On ne voit pas à l'écran que c'est accroché, mais c'est accroché. Et au moment où ils vont appuyer sur la prise de photographie, la marionnette va bouger un tout petit peu au moment où la photographie va être prise. Et quand on photographie quelque chose en mouvement, il y a du flou. Et donc, lui, il va animer à la main, entre les prises, chaque élément de la créature, mais au moment où ça va être pris, ça va être flou. Et ça crée une image qu'on n'avait jamais vue avant, et on se rapproche vraiment du réalisme. Si vous voyez les plans du Tauntaun aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit du flou de mouvement comme ça dans une marionnette, et il est allé plus loin avec un film qui s'appelle Le Dragon du Lac de Feu. C'est l'apothéose. Et là, c'est du délire, parce que chaque élément du dragon était connecté à un ordinateur. Donc, il y avait des tiges qui partaient des pattes, des tiges qui partaient des ailes, et il prévoyait en fait, par exemple pour que l'aile bouge comme ça, il fallait calculer les axes de l'ordinateur, il fallait aussi calculer le nombre d'impulsions que l'ordinateur envoyait. Donc là on est dans l'ingénierie complexe. Hein. Donc il avait une équipe... Je te propose là, comme c'est bon cas, je fais juste une petite fin, je vais revenir un peu sur le musée parce qu'on parle d'effets spéciaux. Je vais juste vous présenter quelqu'un. Viens là, Marco, s'il te plaît. Marc-Antoine est aussi donc une nouvelle recrue du musée. Il a passé 15 ans chez Buff Company à faire de la 3D. Il a bossé sur Thor, Dark Knight, tout ça. Et puis il a envoyé balader la 3D pour faire conservateur, collectionneur de props. Donc avec moi, toi aussi avec lui. J'en profite pour remercier un peu l'équipe parce qu'on a une super équipe au musée. Et que ce soit Marc ou Alexandre, on reçoit plein de nouvelles pièces grâce à vous. Donc voilà, je veux que tu sois pas juste derrière. Voilà, donc je suis ravi que le musée ait cette magnifique équipe et donc on a plein de nouvelles pièces qui vont arriver. Est-ce qu'on peut dire un petit secret peut-être du musée, une expo future Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut l'annoncer, ouais, ça c'est à toi de voir, mais de toute façon on a l'accord de l'autre côté. Donc, Je pense que le musée cinéma et miniature de Lyon va être le premier musée au monde à faire une expo exclusive Phil Tippett. Vous allez avoir tous les originaux de tous ces films. Et je pense que ça va défoncer. Il y a des choses assez incroyables qui vont être exposées, ouais. Vraiment. On va faire des installations aussi musicales autour de son dernier film, Mad God, qui est extrêmement expérimental. Il y a des créations incroyables. C'est un film majoritairement en stop motion, donc il y a beaucoup de créatures à montrer. Mais il va y avoir du Robocop, il va y avoir du Robocop 2, il va y avoir du Jurassic Park. Beaucoup de choses. Et je vais vous montrer juste quelques petites goodies pendant. Peut-être si vous avez une idée de question, n'hésitez pas, mais je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vois même pas ce que c'est. Malheureusement. C'est du Mad God, ça, non? Non, c'est l'Endor original. C'est l'Ewok original. Ah oui, l'Ewok, ouais. L'Ewok devait être ça. Qui ressemblait à un Ragondin, en fait. Voilà. Quand vous voyez en vrai, ça ressemble pas du tout à un Ewok. Et en fait, George Lucas a dit non, je veux des nounours parce que je veux vendre des jeux. Voilà. Mais c'est des cannibales, les Ewoks, alors. Hein. Il a fait des cannibales. Et alors, pour info, donc on va passer aux questions. Pourquoi si je t'ai fait venir sur scène, parce qu'on parlait beaucoup de motion blur, de full mouvement, et toi c'est un peu en 3D, ce que tu faisais tout le temps, c'était de mettre du motion blur à des moments pour que ça soit réaliste. C'était des paramètres qu'on gérait par ordinateur, donc finalement toutes ces problématiques-là, comme elles ont été abordées
par les précurseurs avant nous, c'est des choses qui sont paramétrables pratiquement de manière automatique maintenant. Enfin, voilà, on a fait quelque chose. Le problème, c'était sur Thor, quand ils ont filmé les chevaux sur du sable, tu devais avoir les pieds, c'est ça, hein. Il fallait recréer la 3D. Alors pour finir juste, Alex, toi tu es en dédicace sur le stand du musée de 14 à 17h. Alexandre, donc il a multiples casquettes et il a écrit là donc 3 hors-séries Man Movies, Star Wars, Indiana Jones et Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, il est en dédicace et puis il a les Blu-ray, les DVD. Donc si vous voulez parler avec Alex cet après-midi, il est là qu'aujourd'hui. Marc est là demain. Si vous voulez parler de plein d'autres choses et de musées, de props, d'objets. Donc voilà, est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Oui. Comment vous êtes arrivé à devenir collectionneur d'accessoires originaux de cinéma qu'on peut voir dans Pop Culture? Alors, ouais, c'est un. Pour le coup, c'est. Alors, moi, c'est assez improbable. Il y a 15 ans, j'ai 15 ans de moins, mais je suis plus jeune. Et donc très fort en maths. Et je rencontre une personne qui voulait faire un court-métrage qui s'appelle Robocop vs Predator. Je trouvais ça un peu nul, et puis je me suis dit, tiens, je vais le faire, ça peut marrer. Et il s'avère que cette personne avait racheté toute la collection d'objets de tournage de Robocop. On s'est retrouvé à faire un fan film sans budget avec les vrais trucs de Robocop. Et c'est grâce à ça, il y a 15 ans, que j'ai pris conscience qu'il y avait un marché vraiment des objets. On pouvait trouver des objets, et toi, c'est quoi, toi? Je suis pas fort pour résumer les histoires ouais, rapidement, faut pas le poser. Non, en gros, j'étais juré 10 ans. Je me baladais à Paris dans un coin. Il y avait un magasin où ils vendaient des DVD assez obscurs, assez rares et tout. Et je vois dans ma vitrine des objets originaux. Et il était mentionné voilà, que c'était des objets originaux de tournage. Génial comme concept, comment le mec a pu avoir ça et tout, puis finalement je m'aperçois que c'est la collection du gérant. Et je me mets à discuter avec lui, et un monde s'est ouvert à moi. Voilà. Et depuis, je n'ai pas arrêté. C'est vrai que ça a évolué parce que il y a 20 ans, tout le monde s'en foutait des objets de tournage, ça partait à la poubelle. Et d'ailleurs, Dan qui a créé le musée, hein, parce que moi je suis nouveau directeur depuis 5 mois, donc c'est pas moi qui ai créé le musée. Dan qui a créé le musée, lui, c'était un des premiers à récupérer ça. Et d'ailleurs, les studios étaient très contents de lui filer le vaisseau d'Event Horizon, qui prenait de la place. Ils disaient oui, prenez-le, prenez-le. Je me rappelle de Buzz Film, Richard Edlund, qui lui avait proposé la tour de Gozer dans Ghostbusters 1 pour 5 000 $. Il a dit, mais débarrassez-moi de ça, quoi. J'en veux plus. Il aurait dû la prendre à l'époque. D'ailleurs, en parlant de Ghostbusters, qu'est-ce qu'on reçoit au musée? On reçoit le Terror Dog original de la fin du premier. Et les 2 prototypes de Slimer de l'équipe de ILM, donc ça va être assez cool, il y a des très belles pièces qui arrivent. Donc voilà. Je voulais juste vous donner une dernière info là-dessus, c'est qu'on parlait de flou de mouvement. Ce plan du ATST qui tombe sur les rondins, c'est le plan le plus complexe de l'animation image par image de l'histoire. Ça a demandé 6 semaines de préparation, juste de préparation, où Phil Tippett faisait des notes comme ça, et à tel frame, ça devait être un petit peu plus comme ça. Il est marrant en plus, le plan, c'est pas juste un il est incroyable ce plan. Ça fait penser au plan de Robocop et de l'escalier avec les 200 mètres. Ouais, il y a une vraie personnalité, c'est totalement fou ce qu'ils ont fait. Donc 6 semaines de travail, ils devaient faire ils ont préparé l'animation avec des calques qui projetaient sur le décor pour avoir pour pouvoir mettre la marionnette dans le décor. Alors, tu sais d'ailleurs, quand tu parles ils avaient de des storyboards très précis. Tu sais que les calques, la première fois qu'on utilise des calques dans l'animation, alors là traditionnelle, c'est sur Bambi. Les animateurs n'arrivaient pas à faire les bois de Bambi, donc en fait ils ont eu une marionnette, une petite miniature, et ils décalquaient les bois pour être toujours dans la perspective. C'est un peu la même technique adaptée à l'inverse par contre. Le dessin projeté sur la miniature. Ouais, donc ça a demandé énormément de travail ce plan. Et quand vous le voyez, c'est 3 secondes, 3 secondes et demie. Hein, ouais. Et dites-vous, c'est 6 semaines de préparation et de calcul ingénieux pour arriver à ça. Vite fait, sur le retour du Jedi, il a fait cette petite bête. Ça te parle ce matte painting de Mike Pangrazio? Va-t-il se retrouver bientôt au musée? Je ne sais pas. Oh là là, teasing total. Ah ouais, grave. Phil a créé l'amiral Akbar. Oui, à la base c'était Stuart Freeborn. Ça a été rejeté par Lucas et Phil a créé l'amiral. Phil a aussi créé
cette personne-là. Qui par contre a été réalisé par Stuart. Réalisé par Stuart Freeborn, mais complètement designé par Phil Tippett. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 4 minutes, oui. La réponse est compliquée, c'est-à-dire que en fait, les outils numériques, il adore ça. Parce que ça lui permet de travailler plus facilement et d'amener plus facilement, comment dire, de traduire plus facilement ses idées à l'écran. Mais le tout numérique, il n'aime pas ça. Il veut toujours qu'il y ait une base de réel. Par exemple, dans Starship Troopers, quand vous avez les araignées qui avancent à l'écran, les fameux plans où il y a 200 000 araignées, il faut vous dire que dans le studio, ils avaient installé un bac de sable, ils tiraient de l'air dans le sable pour avoir des jets de sable. Les jets de sable étaient sur fond bleu. Ils ont intégré sur chaque patte, chaque contact de patte d'araignée, du sable réel. Pour les scènes où les araignées se font tirer dessus, il y a des, il y a des morceaux de carapace qui volent dans tous les sens. Ces morceaux de carapace, ça a été fait en cire, ça a été peint, et il y a un accessoiriste ou un technicien qui tapait à la batte de baseball dedans. Il y avait des jets sur fond bleu, et ils ont intégré ça à l'image. Donc en fait, dans Starship Troopers, vous avez des araignées en synthèse, mais vous avez énormément de choses réelles. C'est pour ça que les images de synthèse de Starship sont aussi bonnes aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une base de réel. On a la même chose avec le sport, par exemple, où quand le tyrannosaure sort du bateau qui s'échoue à la fin, toutes les passes de poussière, de débris sont shootées en vrai ILM et rien incrusté dans le dinosaure en 3D. Donc je pense que c'est ça la clé en fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis la clé, ça je suis d'accord Marc, mais c'est un bon animateur. Parce que l'hyper-réalisme, maintenant on y est. Tu vois, l'animation. Non, c'est clair. Non, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, je pense que c'est les meilleurs films qui marchent en termes d'effets spéciaux et qui ont marché le plus tôt dans l'histoire, c'était justement la combinaison de plusieurs techniques. C'était le cas aussi pour Jurassic Park. Enfin, voilà. Dès que les dinosaures n'avaient pas besoin d'être de plein pied, il n'y a rien qui marche mieux en premier plan que des animatroniques. Et voilà, donc c'est là où effectivement on a tendance un peu à oublier qu'il faut savoir revenir à des techniques qui sont peut-être plus traditionnelles, mais qui vont beaucoup mieux marcher plutôt que le tout numérique et les explosions de sens. On a encore 5 minutes de rab. Question. Question, oui. Pour l'instant, il n'est pas prévu chez un éditeur français, parce que vu que c'est un livre très cher, plus trop cher peut-être pour le marché français. Il est à 190 €, il est à 235 $, 250 $, je ne sais plus. Bon, donc c'est un livre un petit peu dans la gamme Taschen. On est sur la même gamme que le Rick Baker. Voilà, le Rick Baker est plus cher. Ah oui, bah ouais. Ah, on est moins cher que Rick Baker. Oui, Rick Baker est plus cher. Donc oui, c'est un costaud, et le problème c'est que c'est pour l'instant, vu que c'est l'édition collector de base, on n'a pas prévu, enfin en tout cas ils n'ont pas, je pense pas qu'ils aient recherché encore un éditeur français. Après, il n'est pas impossible qu'on trouve un éditeur qui veuille faire une version un petit peu compilée ou de volume ou j'en sais rien. Le Rick Baker est toujours pas traduit. Il n'est toujours pas traduit. Ce que je sais, c'est que s'il sort en français, c'est Gilles Penseau et moi qui le traduirons. Peut-être le musée tu dis pas. Écoute, fais-toi plaisir. Autre question. Ouais. Alors Mad God, j'ai mis en contact Tippett Studio avec un éditeur en particulier, c'est en cours, et je croise les doigts pour que ce soit l'année prochaine. Et en physique. En physique et même un peu au cinéma. Parce que ça mérite. Le sound design de Mad God est réalisé par Richard Beggs, qui est le sound designer d'Apocalypse Now. Qui a eu l'Oscar pour Apocalypse Now. C'est lui qu'on voit en train d'enregistrer dans des carlingues de bateaux les bruits des douilles. Ah, ils sont petits enregistreurs. Et c'est lui aussi qui a créé, quand tu parlais de SOS Fantôme, c'est lui qui a créé la sirène de l'Ecto One de SOS Fantôme. Donc voilà, c'est ce sound designer qui a fait ça. Donc voir ça en salle avec ce son, c'est assez incroyable. C'est un film complètement fou, hein. C'est une sorte de cauchemar éveillé d'1h25. Vraiment hallucinant.
Dernière question peut-être? Oui. Oh là là, ça. Oui. Vous pensez quoi du clip d'Orelsan? Il est vachement bien. Je le trouve très très bien. Il a fait un clip en stop motion. Oui, je sais, mais c'est pas lui. Hein. Non, mais je sais. Mais non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre que j'ai contacté sur Instagram la semaine dernière. Il m'a dit que c'était super. Le clip est très bien, ouais. Le clip est vachement bien. Merci. Avant-dernière question, elle comptait pas celle-là. Allez, dernière. Il y a un super truc là-bas. Suivez-le pas. Hein. Est-ce qu'on termine à l'heure? Ouais, tu vas? Une dernière question? Non, c'est tout bon. Oui. Oui. Dans l'épisode 9 de Star Wars, on est d'accord que l'explosion de la planète, celle où il y avait les contrebandiers, tout ça, je ne me souviens plus. Il y a du physique. Ouais, c'est physique, c'est un hommage à cette Ouais, absolument. Parce qu'après, on voit même le vaisseau, etc. C'est une maquette. Oui, il y a du physique dans cette explosion, il y a du physique aussi dans le char des Jawa, qui est un effet de miniature de perspective forcée. Ils ont installé le char miniature au premier plan, et ils se sont arrangés pour que ça fasse comme si on le voyait à l'arrière-plan. En fait, c'est une miniature. Ça a complètement changé, c'est qu'avant, on mettait dans un film 90% d'effets pratiques et 2% d'effets 3D, on parlait que de la 3D. Puis maintenant, on a 2% d'effets pratiques, on parle que de ça, on fait des featurettes, des making-of avec deux mecs qui font une maquette, voilà, ça fait comme tout le monde fait de la 3D, maintenant, il a dit Blade Runner, vous avez entendu parler de nouveau Blade Runner, bah t'as bossé dessus quoi. Mais la ville en maquette, qui ressemble d'ailleurs à la 3D, hein, ils ont fait la maquette, on parle de ça, mais... Les maquettes sont gigantesques. Elles sont gigantesques en plus. Tourné chez Weta en Nouvelle-Zélande. Ouais, ça change. Merci beaucoup. Merci à vous.